Bon bah ça y est, hein, on a fini, vous m'avez rendu les clés, c'est tout bon. Et pour la semaine de loyer qui reste, je vous fais un virement ou un chèque? Comment ça, la semaine de loyer? Et le préavis alors? Oui, le préavis se finissait dans 3 semaines, mais je viens de vous rendre le logement. Et bah, je vais pas payer pour le préavis si je suis plus dans le logement quand même. Ah si, vous devez payer le loyer jusqu'à la fin du préavis, même si vous partez avant. Mais non, je vais pas payer pour un appartement dans lequel je suis plus, c'est illégal votre truc. En principe, rendre les clés du logement en avance ne met pas fin à l'obligation de payer le loyer. Donc si tu rends ton logement avant la fin du délai de préavis, tu devras quand même continuer à payer jusqu'à la fin du délai de préavis, même si tu n'es plus dans le logement. Par contre... Mais attendez, le nouveau locataire arrive demain. Je vais pas continuer à payer alors que lui va payer son loyer aussi, ça a aucun sens. Non, mais l'autre locataire, c'est pas votre problème. Vous, ce qui vous concerne, c'est votre préavis. Donc vous allez payer jusqu'à cette date, même si j'ai un autre locataire entre-temps. Il y a 3 cas dans lesquels ton propriétaire ne peut pas te forcer à payer ton loyer, même si tu quittes ton logement avant la fin du délai de préavis. Premier cas, c'est si ton propriétaire reloue le logement avant la fin du délai de préavis. Dans ce cas-là, toi, tu peux arrêter de payer le loyer dès l'arrivée du nouveau locataire. Deuxième cas, c'est si tu t'es mis d'accord avec ton propriétaire par écrit pour mettre fin au contrat de bail avant la fin du préavis. Et troisième cas, c'est si le logement devient inhabitable, par exemple à cause de gros travaux ou parce qu'il est insalubre. Et pour ne plus te faire avoir juridiquement, abonne-toi pour mieux défendre tes droits. Il est 1h du matin, on est en pleine semaine, j'aimerais bien pouvoir dormir là. Bah mettez des boules caisses. Pardon? Non mais on est dans un immeuble, dans une grande ville, si vous voulez du calme, fallait louer une maison dans la campagne. Hein. Mais peu importe en fait, j'ai le droit de pouvoir être tranquille chez moi à 1h du matin. Bah déménagez alors, moi aussi je suis chez moi et j'ai le droit de faire ce que je veux. Vous pouvez rien faire contre ça. En tant que locataire, tu dois pouvoir user paisiblement du logement que tu loues. Donc tu n'as pas supporté le bruit de chez ton voisin si c'est des nuisances anormales. Mais comment on fait juridiquement pour faire stopper les nuisances de son voisin? Déjà, tu dois aller le voir pour lui arrêter de faire trop de bruit. S'il ne se passe rien et que ça ne change toujours pas, tu lui envoies un courrier en lettre recommandée par avis de réception, dans lequel tu lui demandes d'arrêter les nuisances, et dans ce courrier, tu mets le plus de preuves possibles sur les nuisances. Ça peut être des témoignages, des constats, etc. Et si jamais ça ne suffit pas, tu peux contacter le propriétaire de ton voisin. Oui, c'est le propriétaire de votre voisine. J'ai reçu votre recommandée, elle fait du bruit, c'est ça? Oui, c'est tout le temps, c'est invivable. Ah bah je suis vraiment désolée, mais il va falloir régler ça avec elle directement. Comment ça avec elle directement? Bah moi je suis que le propriétaire, hein, c'est pas moi qui vis là-bas et qui fait du bruit, donc je peux rien faire pour vous. Si tu informes le propriétaire que son locataire cause des nuisances, mais que le propriétaire ne fait rien pour les arrêter, le propriétaire devient responsable des nuisances qui sont causées par son locataire. Ça veut dire qu'une fois que tu as prévenu le propriétaire, lui, il doit tout faire pour que les troubles s'arrêtent. Sachant que ça peut aller jusqu'à la résiliation du bail du locataire bruyant, donc en gros le propriétaire met le locataire dehors. Et si jamais tu préviens le propriétaire et qu'il ne fait toujours rien pour arrêter les nuisances, tu peux aller en justice pour engager sa responsabilité. Comme d'habitude, les sources sont en description, et pour plus d'informations sur ce qui est légal ou pas, abonne-toi pour mieux comprendre le droit. Prochain dossier, Zeus contre Alcmède. Vous êtes bien Zeus, roi des dieux, souverain de l'Olympe? C'est bien moi. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes convoqué au tribunal aujourd'hui? Absolument pas. J'ai supposé que c'était une erreur. Ah non, c'est pas une erreur. Vous êtes convoqué pour non-paiement de pension alimentaire envers Hercule, votre fils. Encore cette histoire. Écoutez, c'est un demi-dieu, je pense qu'il se débrouille très très bien sans mon aide. Mais demi-dieu ou pas, les parents ont l'obligation légale de subvenir aux besoins de leurs enfants. Non mais quel besoin? À 10 ans, il étranglait déjà des serpents dans son berceau. Donc a priori, il ne faut pas s'inquiéter pour lui. Hein. Une pension alimentaire, ça ne se base pas sur les exploits de l'enfant, mais plutôt sur les défaillances des parents. Je vois que sa mère affirme avoir assuré son éducation absolument seule, sans aucune aide de votre part. Vous confirmez? Oui, c'est vrai, mais j'avais quand même des responsabilités un petit peu plus grandes. Oh, vous avez bien un petit peu de temps libre apparemment, puisque vous en avez trouvé pour fricoter avec la mère d'Hercule. Vous reconnaissez être le père? Vous savez, on n'est jamais vraiment sûr. Hein. Oh, si vous n'êtes pas sûr, il suffira à sa mère d'engager une procédure en recherche de paternité. Ça pourrait clarifier les choses. Non, c'est bon, c'est bien moi, je confirme. Super. Vous reconnaissez ne pas participer aux frais liés à son entretien, à son éducation? Je lui ai donné des pouvoirs, je pense que c'est déjà pas mal comme participation. Enfin, des pouvoirs, ça ne nourrit pas. Je parlais des frais liés à la vie quotidienne. Est-ce que vous y contribuez? C'est oui ou non? Non. Eh bien, dans ce cas, vous êtes légalement tenu de verser une pension alimentaire. Le montant sera fixé en fonction de vos revenus et des besoins de l'enfant. Et vu que vous êtes roi des dieux avec des ressources plutôt illimitées, on peut imaginer que cette pension sera à la hauteur. Et si je ne paye pas, vous allez faire quoi? Envoyer un huissier sur l'Olympe? Si vous ne payez pas la pension pendant au moins 2 mois, vous risquez des poursuites pénales pour abandon de famille, donc 2 ans de prison et 15 000 € d'amende. D'accord, j'ai compris. Je vais payer. Eh ben parfait. L'audience est levée. Et pour plus d'infos sur ce qui est légal ou pas, abonne-toi pour mieux comprendre le droit. J'ai besoin de récupérer mon appartement, donc j'ai besoin que vous soyez parti dans un mois. Comment ça, le récupérer? Vous me mettez dehors? C'est pas contre vous, hein, mais j'ai décidé de le reprendre. Donc oui, vous allez devoir partir. Mais pourquoi? Écoutez, c'est chez moi et je veux le récupérer, c'est tout. J'ai pas à me justifier. Ton propriétaire ne peut pas reprendre son logement sans te donner un motif précis. Et en fait, ton propriétaire, il ne peut récupérer son logement que dans 3 cas. Pour habiter lui-même dans le logement ou pour faire loger un proche, sachant qu'il y a une liste qui existe qui dit quel proche fonctionne pour ce cas-là, pour vendre le logement, et en cas de motif légitime et sérieux, donc par exemple si tu causes des troubles de voisinage,
ou si tu as des impayés de loyer. Si ton propriétaire ne te précise rien ou que ce n'est pas un de ces 3 cas-là, son congé est nul et il ne pourra donc pas te forcer à partir. Sachant que le propriétaire doit te préciser cette raison dans une lettre de congé. Il peut pas te le dire à l'oral comme ça. J'ai besoin du logement pour y habiter et j'en ai besoin dans un mois, donc il va falloir être parti d'ici là. Mais je peux pas trouver un logement en un mois, c'est beaucoup trop court comme délai à Paris. Ah bah écoutez, il va falloir vous débrouiller. Hein. Non mais vous pouvez pas me demander de partir comme ça du jour au lendemain. Bien sûr que si, c'est mon logement, donc quand j'en ai besoin, je peux le récupérer quand je veux. Déjà, ton propriétaire ne pourra récupérer son logement qu'à la fin du contrat de bail. Mais il devra dans tous les cas respecter un délai de préavis. Ça veut dire qu'il doit te prévenir en avance et te laisser un certain temps avant de pouvoir récupérer concrètement son logement et donc te mettre dehors. Pour les logements meublés, c'est minimum 3 mois avant la fin de ton contrat de bail. Et pour les logements vides, c'est 6 mois. Si le congé est donné en dehors de ce délai, il est nul et ton propriétaire ne pourra donc pas légalement te forcer à partir. Et si le propriétaire te force quand même à partir sans respecter cette procédure, il risque des poursuites pour expulsion illégale. Et pour ne plus te faire avoir juridiquement, abonne-toi pour mieux défendre tes droits. Non mais c'est pas possible là, j'en peux plus. C'est bon là, c'est trop faux que ça s'arrête. Oui bonjour, c'est la locataire. Les travaux sont toujours pas finis, vous m'aviez dit que ça prendrait une semaine, mais là c'est beaucoup trop long. Ah oui, je suis désolée, ça a pris un petit peu de retard. Oui super, mais désolée, c'est pas suffisant. Là, 2 semaines de travaux non-stop, c'est pas vivable en fait. Oui, je sais que c'est très contraignant, mais là je peux rien y faire. Non mais je comprends que vous puissiez pas arrêter les travaux du jour au lendemain, par contre vous pourriez proposer une baisse de loyer quand même. Une baisse de loyer? Comment ça? Je peux pas du tout profiter normalement de mon logement depuis 2 semaines, donc à un moment il faut bien compenser de mon côté aussi. Donc j'aimerais une réduction de loyer le temps que les travaux soient terminés. Ah non mais c'est hors de question. J'ai pas réduire votre loyer, hein. Donc vous allez juste patienter. Si ton propriétaire réalise des travaux dans ton logement mais que ça ne dure pas longtemps, par exemple 1 ou 2 semaines, il n'a pas à réduire ton loyer. Par contre, écoutez, là ça fait 3 semaines que ça dure, c'est plus possible. Donc c'est bon, là j'exige une réduction du loyer. Non mais écoutez, ça sert à rien d'assister, ça n'a pas fonctionné la dernière fois, ça va pas fonctionner maintenant. Ça ne marche pas comme ça, on ne réduit pas un loyer parce que des travaux durent longtemps. Si les travaux durent plus de 21 jours, le propriétaire doit accorder une baisse de loyer. Et ça c'est pas une option pour le propriétaire, c'est une obligation. Donc il ne peut pas te refuser cette réduction de loyer si tu lui en fais la demande. Sachant que cette baisse de loyer sera calculée en fonction de la durée des réparations et de la partie du logement que tu n'auras pas pu utiliser à cause des travaux. Comme d'habitude, je vous mets les sources et des informations complémentaires en description. Et pour mieux te protéger et ne plus te faire avoir juridiquement, abonne-toi pour mieux défendre tes droits. On m'a volé des affaires dans la chambre. Quand ça? Hier soir, là il manque pour quasiment 2000 € d'affaires. Bah écoutez, nous on n'a rien vu. Hein. Oui, j'imagine que sinon vous m'auriez prévenu. Mais là du coup, je venais surtout pour me faire rembourser. Vous faire rembourser quoi? Bah ce qu'on m'a volé. C'était dans votre hôtel et vous êtes censé garantir la sécurité de mes affaires, non? Ah non madame, je suis désolée mais ça marche pas comme ça. C'est écrit ici. Mais attendez, c'est pas normal. Vous êtes obligé de me rembourser si je me fais voler dans votre hôtel quand même. Donc votre panneau là, il est pas légal, hein. Quand tu es dans un hôtel, l'établissement est responsable des affaires que tu y laisses. Et même s'il y a un panneau « L'établissement décline toute responsabilité en cas de vol », l'hôtel est quand même responsable. Ça, c'est parce que la responsabilité de l'hôtelier, elle est d'ordre public. Ce qui veut dire qu'elle s'applique dans tous les cas. On peut pas l'exclure par un règlement ou par un contrat. Donc, si ça t'arrive, l'hôtel doit te rembourser à hauteur de combien? Si tu remets tes affaires directement à l'hôtelier, sa responsabilité est illimitée. Donc, si on lui vole tes affaires ou s'il les perd, il doit tout te rembourser. Deuxième cas, si les affaires étaient dans ta chambre, sa responsabilité est limitée à 100 fois le prix d'une nuit. Et ça, peu importe le nombre d'objets volés. Écoutez, je viens de regarder les caméras et vous aviez mal fermé la porte de votre chambre, donc on ne va pas vous rembourser. Il y a certaines situations qui exonèrent l'hôtelier de sa responsabilité. Si c'est toi qui as été négligent, par exemple t'as pas fermé la porte de ta chambre, si c'est un tiers qui n'a rien à voir avec l'hôtel qui commet le vol et que l'hôtel n'a pas pu l'en empêcher, ou s'il y a un cas de force majeure. Sachant que dans tous les cas, l'hôtel devra justifier, donc prouver, que un de ces cas s'applique pour refuser de te rembourser. Et pour plus d'informations sur ce qui est légal ou pas, abonne-toi pour mieux comprendre tes droits. Écoute, je veux divorcer. Je veux rien garder, vraiment, je te laisse absolument tout. Juste, je pars avec le chat. Non, c'est mort. Et comment ça, c'est mort? Il était à moi avant qu'on se marie, donc je le garde, c'est logique. Bah non, on s'est mariés, donc ça veut dire que tout ce qui est à toi est à moi. Non mais on n'a pas signé de contrat de mariage, donc le chat reste à moi après le divorce. Le contrat de mariage, ça change rien. Le chat est autant à toi qu'à moi, donc je le garde. Un animal de compagnie est considéré juridiquement comme un bien. Donc en cas de séparation, il est soumis aux mêmes règles que les autres biens de votre couple. Dans le cadre d'un divorce, si vous étiez marié sans contrat de mariage, vous êtes soumis au régime de la communauté réduite aux acquêts. Ce qui veut dire que l'animal qui a été acheté ou adopté avant le mariage reste la propriété de celui qui l'a acheté ou adopté à l'époque. Par contre, imaginons que l'animal ait été adopté ou acheté pendant le mariage. Le chat, on l'a adopté ensemble, on était déjà mariés, il est à nous deux. Donc c'est mort, tu pars pas avec. Écoute, si on trouve pas de solution, j'irai voir un juge pour qu'il me donne la garde. Ben très bien, vas-y alors. T'as l'air si sûr de toi qu'on va te donner la garde, alors qu'on pourrait très bien me la donner à moi aussi. Non mais vu tes finances, t'es pas prêt de payer les frais de veto vu que le chat a probablement un cancer. Donc oui, il y a un peu plus de chances que le juge me donne la garde.
Si l'animal a été adopté ou acheté pendant le mariage, il est considéré comme un bien commun aux deux époux. Donc dans ce cas-là, quand vous divorcez, vous allez devoir régler à l'amiable qui aura la garde de l'animal. Et s'il y a des conflits que vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, vous pouvez saisir le juge aux affaires familiales. Pour décider à qui il va donner la garde, le juge devra toujours privilégier son bien-être. Il va donc prendre sa décision en fonction par exemple des conditions dans lesquelles l'animal vivra, du temps que chaque individu peut accorder à l'animal, de la présence d'enfants dans le foyer ou non, et des ressources financières de chaque ex-époux. Et pour te protéger juridiquement et ne plus te faire avoir, abonne-toi pour mieux défendre tes droits.